105 mètres de côté, 70 mètres de profondeur. C'est vraiment très bien, mais c'est bleu. Monsieur le Président, J'aurais préféré que ce soit rose. Notre-Dame tout entière, avec sa flèche, tiendrait à l'intérieur de la grande arche de la l'œuvre de ma Défense. vie. Bonjour et bienvenue dans Cinépolis, le podcast où on discute politique et cinéma en famille. Je suis Florence Colombani, journaliste et critique de cinéma. Et avec mon père Jean-Marie, nous partageons un goût prononcé pour les films qui se collettent à la réalité sociale et historique. Et c'est justement le cas du film vraiment passionnant et très original, je trouve, dans le contexte du cinéma français, dont nous allons parler aujourd'hui, L'inconnu de la Grande Arche, qui est une adaptation par le réalisateur Stéphane de Moustier du livre de Laurence Cosset paru chez Gallimard, qui s'appelle simplement La Grande Arche. Alors cet inconnu auquel le titre fait allusion, c'est Carl Otto von Spreckelsen, l'architecte danois en effet vraiment inconnu qui fut choisi en 1983 pour un chantier très important de l'Ouest parisien, celui de l'Arche de la Défense. Alors, qu'en pensez-vous? C'est très beau. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président? Faut demander à Subilo pour le savoir. Monsieur, vous avez remporté le concours de la Défense. Qu'avez-vous construit dans votre carrière? Ma maison et 4 églises. Le président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien. Je veux des nuages qui flottent. Je vous avais indiqué que c'était impossible. On a toujours le choix. Le cube, c'est l'œuvre de ma vie. Le film commence par ces mots « Monsieur le Président de la République » et on voit un groupe qui entoure Michel Faux, dans le rôle de François Mitterrand, se pencher sur quelque chose et on ne sait pas encore ce que c'est, et le commenter. Alors cette scène mêle un certain réalisme avec toute une ambiance années 80 très bien rendue, un président qui est entouré de courtisans, qu'il félicite en permanence. Il y a ce réalisme-là, mais en même temps, il y a comme un décalage ironique. Et ça, c'est le ton du film en général, un ton original entre deux. Alors pour commencer, toi qui as si bien connu François Mitterrand, notamment à cette époque, qu'est-ce que tu penses de son incarnation par Michel Faux? C'est un acteur qu'on connaît plus pour des seconds rôles au cinéma, mais qui a fait une très grande carrière au théâtre. Elle est assez juste, cette interprétation, parce que elle montre bien que François Mitterrand, par-dessus tout, était craint. Et donc, c'est vrai qu'il était entouré de courtisans et que le phénomène de cour, d'ailleurs, n'a jamais varié, est toujours présent, y compris aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Et il y a toujours une cour, plus ou moins, qui entoure le président. Mais ça, c'est un phénomène, j'allais dire, historique, classique, voilà. François Mitterrand était craint. Il habitait la fonction qui fait que quand on était en sa présence, les gens, avaient un traitement, une attitude particulière parce qu'il impressionnait, tout simplement. Comme pénétré du devoir de sa charge et comme en même temps l'incarnant à ce point que ça obligeait à un mouvement pas nécessairement de courtisans, mais au moins un mouvement de respect. Et donc ça, le film le montre d'entrée de jeu. Après, si tu m'interroges sur la performance de l'acteur lui-même, physiquement, il fait davantage penser à Pompidou, à Georges Pompidou. Mais dans l'expression et dans l'attitude, c'est vrai qu'on retrouve François Mitterrand. Mais moi, j'avais en effet une petite gêne liée au fait que, quand on le voit d'un peu loin, on se dit c'est plutôt Pompidou que François Mitterrand. Voilà, mais c'est un détail, à mon avis, par-dessus lequel on peut passer assez vite. Et il n'essaie pas d'imiter sa façon de parler, la façon de parler de François Mitterrand, qui était assez particulière. Oui, qui était particulière, d'abord toujours dans un excellent français, et en même temps, parfois, il fallait vraiment tendre l'oreille, parce que Mitterrand, s'exprimait de façon à ce qu'on soit un petit peu obligé de faire silence pour l'entendre. Ça, c'est ce que disait Francis Ford Coppola pour Le Parrain. Pourquoi il avait demandé à Brando de chuchoter? C'est parce que les gens puissants n'ont pas besoin de parler fort. Absolument. Et là, ça illustre très, très bien François Mitterrand. Mais voilà, je pense que, par ailleurs, dans la façon dont il l'incarne, ça montre bien les préoccupations du président de la République, la façon dont il regarde les uns et les autres, dont il pose des questions, dont il s'implique lui-même. Et là-dessus, il faut vraiment insister sur le fait que François Mitterrand avait d'entrée de jeu à peine élu dans l'idée d'un certain nombre de grands chantiers. Parce qu'il pensait que la marque d'un président, elle doit aussi s'incarner matériellement dans les monuments qui resteront, toujours cette obsession de ce que l'histoire retiendra. Et l'histoire, elle est amenée à retenir davantage si des événements concrets peuvent évoquer la mémoire de celui qui a décidé de ces travaux. Alors évidemment, le château de Versailles, c'est Louis XIV. Mais d'autres événements architecturaux dans Paris, c'est François Mitterrand. 105 mètres de côté, 70 mètres de profondeur,
Notre-Dame tout entière, avec sa flèche, tiendrait à l'intérieur de la grande arche de la Défense. Les 2 parois verticales, hautes de 35 étages, sont aujourd'hui terminées pour le gros œuvre. Cette structure fabuleuse par son gigantisme doit être travaillée comme un bijou. Elle sera revêtue de marbre blanc ou gris. Chaque plaque de marbre de Carrare est taillée et numérotée sur place de manière à conserver une veine identique. Ainsi, Johann Otto von Spreckelsen et son architecte associé Paul Andreu vont-ils réaliser ce dont rêvait, dit-on déjà, Colbert, parfaire la perspective tracée par le nôtre à partir de la cour carrée du Louvre. Alors le réalisateur Stéphane de Moustier a dit qu'il cherchait davantage une évocation de Mitterrand qu'une incarnation mimétique, quelqu'un qui serait une sorte de sosie. Et pour ça, c'est très réussi parce qu'on peut dire quand même qu'il a capté quelque chose de Mitterrand. Parce que dans cette première scène et par la suite dans tout le film, on voit Mitterrand se comporter en souverain. Donc tu parles de Louis XIV à Versailles, mais en effet, dès le début, il demande à quelqu'un ses lunettes et on dirait vraiment que c'est un roi qui demande à un valet de lui apporter ses lunettes. Ça m'a rappelé le titre d'un de tes livres sur François Mitterrand qui était Le monarque imaginaire. Oui, parce qu'on ne peut pas séparer la Ve République de la lecture que les Français font de la Ve République, c'est-à-dire d'une institution qui est quand même monarchique par définition. Elle est bâtie autour du général de Gaulle, à la fois pour lui permettre d'agir et pour le protéger, et donc l'essence même est monarchique. En même temps, la Ve République, c'est une synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution. Donc, en matière de synthèse, en effet, ça emprunte évidemment à la démocratie républicaine et ça emprunte aussi à la trace monarchique de longue date qui a occupé l'histoire de France. Et il y a une scène dans le film très marquante qui fait directement allusion à ce côté monarchique. C'est ce moment où Spreckelsen veut montrer une maquette de son projet au président et il veut lui faire comprendre qu'il va y avoir un alignement entre l'Arc de Triomphe et l'Arche de la Défense, et de l'autre côté, l'obélisque de la Concorde et l'Arc des Tuileries. Donc, il veut lui faire comprendre la perspective, mais pour qu'il puisse saisir cette perspective, il faut qu'il se mette au niveau de la maquette, et donc, il doit quasiment s'agenouiller, enfin. Il doit se baisser. Et on voit que c'est très dur pour François Mitterrand d'accomplir ce geste. Encore que comme ancien élève des écoles religieuses, à certains moments, François Mitterrand savait probablement s'agenouiller, même si la posture ne lui est pas familière. Moi, je ne l'ai jamais vu, en tout cas, s'agenouiller, ça c'est clair. En revanche, assis dans le divan de son bureau, il y avait un canapé entouré de fauteuils. Lui-même se mettait au bout du canapé et tout le reste du canapé était libre et ses interlocuteurs occupaient chacun un fauteuil. Donc il y avait bien une différence marquée dans la façon dont on était reçu, mais sans qu'il soit jamais question de voir François Mitterrand à genoux. En revanche, il faut voir que sur ces grands chantiers, François Mitterrand portait un soin vraiment très particulier. C'était son idée. D'ailleurs, pendant longtemps, il y a eu dans son bureau une maquette du futur Opéra Bastille. Et à la fois, au long de la journée, il pouvait y revenir à cette maquette. Et donc, il pouvait alimenter sa propre réflexion en permanence, quitte à solliciter l'avis de ceux qu'il recevait. Donc, c'était une occasion aussi de demander son avis à tel ou tel. Ça n'empêchait pas que, quand il avait tranché, par exemple, je reprends l'exemple de l'Opéra Bastille, ça suscitait une énorme surprise parce que le choix s'était porté sur, là encore, des architectes qui n'étaient pas les architectes les plus en vue ou les plus en vogue. Et donc, c'est très exactement aussi ce qui s'est passé pour la Grande Arche. Oui, alors parmi tous ces chantiers de François Mitterrand, il y en a en effet beaucoup. Il y a l'Opéra Bastille, il y a l'Institut du monde arabe, il y a aussi la bibliothèque François Mitterrand, et puis il y a la pyramide du Louvre, qui est peut-être celle qui aura fait le plus parler. Et il y a une scène dans le film où cet architecte danois de la Défense a une conversation avec I.M. Pei, l'architecte de la pyramide du Louvre. Oui, c'est très intéressant parce que Pei a été vraiment un homme clé dans l'élaboration des grands chantiers, plus exactement de la cour du Louvre et donc la pyramide. Et là-dessus, ça avait provoqué un débat très virulent, y compris d'ailleurs dans les colonnes du Monde, où un certain nombre de gens s'inquiétaient de la déformation que ça allait introduire ou du changement que ça allait produire. Mais on va y venir tout à l'heure, mais ça a été là où ça a été le plus vif et le plus difficile, c'est pendant la période de cohabitation. Parce que le Louvre était, avant d'être ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un immense musée, et avec cette ouverture de la pyramide, avant que l'on puisse admirer la pyramide, au moment où elle s'érigeait, les bureaux du Louvre étaient consacrés au ministère des Finances, plus exactement au cabinet du ministre des Finances. Et le cabinet du ministre des Finances, lors de la première cohabitation, donc Pei était déjà au travail, c'est Édouard Balladur.
Et Édouard Balladur considérait que c'était une atteinte au paysage, une atteinte insupportable au patrimoine, etc. Je ne sais plus les arguments qui étaient avancés, mais enfin, c'était une question de goût, en fait, et d'adaptation à un geste architectural qui ne passait pas chez les conservateurs. Et donc, ce qu'avait fait Édouard Balladur, c'est de réintégrer l'espace du cabinet du ministre des Finances. Et donc, alors même que les travaux de la pyramide avaient commencé et que le ministère des Finances avait déménagé, parce que par ailleurs, on a construit le site de Bercy du ministère des Finances, qui est cet immense paquebot, et donc les bureaux du ministre étaient transférés là-bas. Ça aussi, c'est un autre chantier. Édouard Balladur avait considéré qu'il fallait réoccuper les lieux, et donc les huissiers à chaîne étaient réapparus au Louvre, pour introduire les visiteurs du ministre des Finances qui pouvaient de sa fenêtre regarder et penser que ça ne se ferait pas. Et en fait, ça s'est fait. Et il a fallu, je pense, d'une certaine façon, une quasi-complicité de Jacques Chirac pour que ça avance. Qui était maire de Paris ? Qui était Premier ministre. Qui était Premier ministre. Voilà l'histoire. Mais les grands chantiers du président, avec tout le côté « je décide seul », alors je m'entoure des savants pour éclairer mon choix, mais je décide seul et je laisse ma marque dans l'histoire, dans le paysage parisien. Et donc, c'est en effet la Grande Arche, c'est l'Opéra Bastille, c'est l'Institut du Monde Arabe, c'est la Grande Bibliothèque qui deviendra ensuite la Bibliothèque Mitterrand. Et ça, voilà. Tout à Paris, ce qui montre bien aussi cette conception très centrale du pouvoir. Centrale, et pour le coup, en effet, qui fait appel à l'héritage monarchique. Un roi, pendant son règne, laisse sa marque, imprime sa marque, concrètement, et là, y compris sur le territoire de la capitale parisienne. Alors, tu parlais des conseillers, des gens qui pouvaient donner leur avis. Et donc, si on revient à cette scène inaugurale du film où il se passe beaucoup de choses et qui est filmée en plan séquence, qui nous fait passer d'un point de vue à l'autre, dans cette scène, on passe du point de vue de François Mitterrand à celui de Subilon, qui est le conseiller culture du président, qui n'est pas un personnage réel. Enfin, ce nom est une invention pour représenter sûrement des personnages réels. Tu vas nous dire s'il y a une clé. Mais donc, ce conseiller culture est joué de façon très drôle par le réalisateur québécois Xavier Dolan. Et c'est lui qu'on voit appeler l'ambassade du Danemark pour dégoter le numéro de Spreckelsen, qui est donc totalement inconnu, même de l'ambassade. C'est très compliqué d'avoir ce numéro. Il n'appartient à aucune agence. Il avait construit seulement 2 églises avant d'être choisi pour ce chantier. Bonjour. La présidence de la République cherche à joindre un de vos compatriotes qui a été désigné pour réaliser le futur SICOM, Centre international de la communication à la Défense. Il s'agit de l'architecte Johann Otto von Spreckelsen. Oui, Spreckelsen, merci. C'est incroyable, personne ne connaît ce type. Est-ce que tu penses que Subilon a un modèle précis ? Un modèle précis, non, mais c'est un cas de figure assez fréquent et qui n'est pas réservé d'ailleurs à l'entourage de François Mitterrand, qui peut se retrouver autour d'un Premier ministre, autour du maire de Paris, autour de quiconque détient un pouvoir assez important. Au passage, il faut quand même saluer la performance du cinéaste de Xavier Dolan, parce qu'il est lui-même un très bon cinéaste, avec un univers très particulier, mais qui là est absolument délicieux dans la façon dont il incarne un conseiller qui est tiré à hue et à dia, d'une part les exigences de l'architecte, d'autre part le regard du président de la République, et puis en même temps la pression des entourages, y compris des cabinets qui voient les notes financières s'allonger. Considérable. Donc il renseigne très bien sur cette réalité-là. C'est assez réaliste malgré le fait que ce soit incarné avec un sourire en coin de la part de l'acteur. Mais est-ce que François Mitterrand avait des conseillers qui pouvaient tomber en disgrâce ? Enfin, est-ce qu'il y avait des conseillers qui avaient vraiment une influence très forte sur lui, ou est-ce qu'il était quand même assez solitaire dans son exercice du pouvoir ? C'est-à-dire il était solitaire dans son exercice du pouvoir, mais en même temps, il s'entourait d'énormément de conseils. Et c'était comme un meuble à tiroirs, mais à de multiples tiroirs. C'est-à-dire que d'un tiroir à l'autre, l'information ne passait pas. Le seul vraiment à informer du fait que tel tiroir contenait des propositions sur tel sujet et tel autre sur tel autre et pouvait se contredire, c'était François Mitterrand, c'était personne d'autre. Après, dans les conseillers, il y a une place à part à faire à Jacques Attali quand même, parce que Jacques Attali, qui est lui-même un très grand esprit et qui avait été au cœur de la campagne de François Mitterrand en 1981 et puis ensuite à l'Élysée, qui occupait le bureau qui jouxtait celui du président, c'était à la fois montrer l'utilité
d'un personnage qui était capable d'avoir des idées surtout, et souvent de bonnes idées, notamment en matière économique. Et en même temps, l'envers de cette médaille, c'est-à-dire, il arrivait que François Mitterrand soit agacé, et donc Jacques Attali pouvait se marquer lui-même dans la façon d'être du fait qu'il pouvait se croire en disgrâce. Et donc, ça retentissait sur son état d'esprit. Et en même temps, il a tiré des livres de toute la trace écrite, donc des mandats de François Mitterrand, qui sont fort utiles, qui s'appellent Verbatim, et qui sont fort utiles à la fois pour tout un chacun et pour les historiens. Ce sont des documents évidemment très importants. Mais lui, c'est un cas à part, parce qu'il était lui-même une planète Attali, c'est-à-dire que par le champ qu'il pouvait couvrir intellectuellement était d'une certaine façon dans le paysage parisien sans égal. Et donc il était à la fois consulté souvent, en situation de savoir qui François Mitterrand recevait, parce qu'on était obligé de passer par son bureau pour entrer dans le bureau du président de la République, et en même temps sujet au fait que François Mitterrand pouvait un jour ou l'autre s'agacer ou le renvoyer dans ses buts, et donc du coup ça provoquait une sorte de déprime qui était aussitôt visible. Oui, on sent peut-être un peu de ça dans le caractère du personnage de Subilon, mais il n'a pas cette importance, c'est juste un conseiller culture, là, il n'a pas du tout ce statut. Alors l'histoire du film, en général, c'est quand même avant tout celle d'un artiste dont la vision rentre en collision avec le réel, et le réel dans cette histoire, c'est la politique, donc c'est le choix du bureau d'études en premier lieu, c'est le budget à tenir, c'est traiter avec toutes les commissions qui prennent des décisions, toutes les directives sur les matériaux, sur les règles du chantier. Et par-dessus tout ça, le goût du prince. Donc c'est la lutte entre un homme et toutes ses forces que met en scène le film. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le réalisateur Stéphane de Moustier est passé par le ministère de la Culture lui-même, ce qui est quand même assez rare dans le milieu du cinéma. Il a travaillé 1 an à la direction de l'architecture. Je pense que ça explique en partie pourquoi il met si bien en scène ces scènes de bureau, qui pourraient être un peu ennuyeuses et qui, là, sont mises en scène avec du relief et une dimension assez réaliste. Oui, et ça donne accès, au fond, à la fois à l'ambiance, à la façon d'être, à ce qui se joue dans ces bureaux, qui sont parfois décisifs pour telle ou telle activité, que ce soit une activité patrimoniale ou au contraire une activité qui est davantage reliée à la création. Donc c'est très utile et c'est très juste, en effet, ce passage-là. Alors la grande bascule de l'histoire, c'est ce moment où on apprend que François Mitterrand a perdu les législatives et qu'on bascule dans la cohabitation. Et là, c'est terrible pour notre architecte danois parce que c'est le saut dans l'inconnu. Il y a une scène très comique, on lui explique ce que c'est que la cohabitation, ce qui pour un Danois est totalement exotique. Enfin, il savait pas du tout que ça pouvait se produire. Nous avons rendez-vous avec Juppé maintenant et il a laissé entendre que le SICOM serait dissous. Qui est Juppé? Nouveau ministre du budget. Et que dit le président? Ça ne peut plus rien dire. Il n'est plus président? Mais il ne décide plus de rien. Il doit désormais composer avec une assemblée nationale qui a changé de couleur politique. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Je ne comprends pas. Qui dirige? Le président est de gauche, mais désormais tout son gouvernement est à droite. Mais Subilon, le CUP n'est ni de droite ni de gauche. Le CUP est pour tout le monde. Tout le monde. Le CUP coûte cher. Et la droite ne parle que de coupe budgétaire et de rigueur. Et la bicentenaire de la Révolution française et l'avenir de l'humanité, c'est ça notre projet. Nous avons un contrat. Ils ne peuvent pas arrêter le SICOM. Qu'est-ce qu'ils vont faire de notre CUP? Alors, est-ce que tu peux nous raconter le choc qu'a été cette défaite électorale et cette première cohabitation? Ça a été un choc parce que c'était totalement inédit. Et donc, la première question qui se posait était de savoir si l'opposition victorieuse, dont le leader était à l'époque Jacques Chirac, s'engagerait ou non dans la cohabitation. Et si elle ne s'engageait pas dans la cohabitation, c'était évidemment une crise de régime aussitôt et une bataille frontale. Celui qui a beaucoup pesé dans la décision d'ouvrir le champ de la cohabitation, c'est Édouard Balladur, qui était à l'époque vraiment le bras droit et l'inspirateur de Jacques Chirac, y compris l'inspirateur sur la doctrine économique que Jacques Chirac allait pratiquer, qui était très inspiré à l'époque de ce que l'on appelait le Reagano-thatcherisme. C'est-à-dire, c'est la cure d'ultralibéralisme, pour le coup, le vrai ultralibéralisme, qui était imposé aux États, beaucoup d'États occidentaux, principalement les États-Unis et la Grande-Bretagne, et que l'opposition souhaitait suivre désormais, maintenant qu'elle était aux affaires. Dans la campagne électorale, il y avait eu naturellement beaucoup d'arguments et de polémiques contre les chantiers du président,
en disant tel chantier, ça va être hors de prix. Attendez, vous n'avez pas idée de ce que ça va coûter en fonctionnement, parce qu'il y a le coût de l'investissement, bien sûr, mais ensuite en fonctionnement, jamais l'État ne pourra suivre, ne pourra prolonger, etc. Et donc, une des premières cibles du gouvernement de Jacques Chirac, c'est évidemment, parmi les grands chantiers, ceux qui sont encore attaquables. Et donc, on voit en effet dans le film débarquer Alain Juppé, qui était un des hommes clés de la cohabitation, ministre du Budget, et qui est naturellement en tête de sabrer dans les dépenses. Et donc, ça va retentir sur toute l'économie du projet, c'est le cas de le dire, et sur le destin, y compris artistique, de ce que souhaitait faire l'architecte. Donc là, on a une séquence qui rappelle très exactement ce qu'a été la cohabitation, parce qu'au départ, la cohabitation s'engage de façon très conflictuelle. C'est-à-dire que le premier conseil des ministres, François Mitterrand, est entouré d'une quarantaine de personnes qui sont tous ses ennemis. Et lui, il est tout seul face à cette cohorte dressée contre lui. Petit à petit, d'ailleurs, ça c'est une autre histoire à raconter, il va les séduire l'un après l'autre. Et il va en faire petit à petit des gens des alliés ou des... en tout cas... y compris Jacques Chirac, in fine, qui finira par faire l'éloge de François Mitterrand et essayer de s'inspirer d'ailleurs de François Mitterrand. Mais en l'espèce, sur le chantier qui nous occupe et la Grande Arche, tout de suite, il y a une concentration qui évidemment malmène l'architecte, qui lui vient d'un petit royaume avec un roi constitutionnel, une reine constitutionnelle, un gouvernement qui fonctionne, j'allais dire, à l'anglaise, à des années-lumière du système français, bien sûr. Et petit détail amusant, le personnage d'Alain Juppé, qu'on ne voit que dans cette scène, mais c'est une scène très marquante, est joué par un producteur qui s'appelle Jean Desforêts, qui n'est donc pas acteur, hormis dans les films de Stéphane de Moustier. J'ai l'impression qu'il le fait apparaître régulièrement. Mais donc, je pense que là, c'est une petite astuce du metteur en scène pour que on sente encore plus un parallèle qui est assez évident, qui est le parallèle entre l'industrie du cinéma et les problématiques de l'architecture. Parce que tout à fait comme un cinéaste, un architecte doit composer avec des contraintes économiques, des contraintes de matériel, des contraintes de météo, des équipes. Et donc là, il y a une sorte de petit jeu de miroir qui est souligné par ce choix de casting. Alors donc dans cette scène, le ministre détruit le rêve de l'architecte. C'est la principale raison pour laquelle le projet dont on entend parler dans le film n'a rien à voir avec ce que les Parisiens connaissent, qui est cette arche en pierre sombre. En fait, le cube aurait dû être en marbre rose, donc ça n'a rien à voir avec le projet. Dans une séquence, d'ailleurs, l'architecte montre à François Mitterrand que, vraiment, pour être fidèle à ce que François Mitterrand souhaite, il y aura du marbre rose. Et rose, évidemment, c'est un petit clin d'œil aussi, parce que le rose, c'est la couleur de la campagne politique et de l'étiquette socialiste que revendiquait François Mitterrand. Néanmoins, ça montre aussi la méticulosité avec laquelle tous les choix étaient soumis au président de la République. Celui-ci est très beau. Ces morceaux viennent de Carrare. Il a une sensualité qui n'appartient qu'à l'Italie. Il est rose, n'est-ce pas? Non, il est blanc comme la neige, mais dans la lumière du soir, il sera rose. Ce sont les nitrates. Oh, c'est très beau. Les veines sont parfaites. C'est le même marbre que la Pietà de Michel-Ange. Oui, je l'avais remarqué. Je veux dire, il vient de la même carrière. Oui, bien sûr, je m'en doutais. Et les navires sont serrés. C'est la beauté de ce marbre. Et en fin de compte, comme tu le disais, Sprekkelsen, qui vient du Danemark, qui s'accroche à la conception monarchique du pouvoir qu'il a en tête, et il espère que le fait que ce soit le projet du président permette de sauver son idéal. Parce que ce qui s'est passé dans les 5 premières du premier mandat de François Mitterrand, c'est le pouvoir. Je veux dire, et donc c'est le fait que dans un certain nombre de domaines, tout remontait à François Mitterrand, qui était in fine après le seul décideur, au mépris d'ailleurs de ce qui pouvait être le débat parlementaire ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, ayant vu cela, évidemment, il comprend pas que tout d'un coup, la règle du jeu soit modifiée et soit plus compliquée. Et du coup, il débarque à l'Élysée. Il y a une scène assez drôle et triste en même temps où il essaie de se faire recevoir à l'Élysée
Et là, on se dit que les temps ont changé, parce que je pense pas qu'il arriverait jusque dans avec la les mesures cour. de sécurité d'aujourd'hui, il n'arriverait pas dans la cour, où il s'assied dans la cour en attendant qu'on lui permette de parler au président de la République. Mais en même temps, ça exprime le gouffre qui s'est ouvert sous les pieds de cet architecte. Tout d'un coup, le donneur d'ordre et celui qui est associé évidemment de très près à la conception de cet objet architectural, tout d'un coup, n'est plus en mesure de décider et de trancher. Et d'ailleurs, question sur l'Élysée, plutôt dans le film, on le voit déjeuner ou petit déjeuner dans le jardin de l'Élysée avec François Mitterrand. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faisait ? Ah oui, mais ça, je dirais, à l'Élysée, on pouvait soit déjeuner, soit petit déjeuner dans telle ou telle pièce, soit dehors quand il faisait beau. Voilà, tout à fait. Et c'est de pratique courante, hein, ça, vraiment. Il y a un côté hôtel particulier. Oui, bien sûr. Alors, comme disait François Hollande quand il est arrivé à l'Élysée, et accablé par tous les problèmes qu'il avait à traiter, en disant oui, mais enfin bon, ici on est bien nourri, on peut recevoir, on peut vivre une vie paisible, protégée par les murs du palais et par son très grand jardin et très beau jardin. Alors, comme l'architecte n'a pas gain de cause, il finit par jeter l'éponge, il finit par démissionner. Est-ce que tu penses qu'on peut voir le film comme une métaphore d'un problème français, d'un pays qui se sabote lui-même, parce que il y a une plaisanterie un peu amère, mais qu'on peut comprendre du point de vue de l'architecte, hein. Quand on le retrouve, donc Spreckelsen, il est devenu professeur d'université, et il a des étudiants qui n'ont pas du tout respecté les règles qu'il leur avait données pour leur projet, et il leur dit « c'est bon, vous êtes prêts à travailler en France ». Oui, mais c'est bon, vous êtes prêts à travailler au sud de l'Europe. On peut l'élargir au sud de l'Europe par rapport à des démocraties nord-européennes qui sont évidemment plus rigides, plus respectueuses d'un certain nombre de règles et de principes. Ça, c'est une coupure culturelle traditionnelle, mais en effet très bien illustrée dans ce sujet. Alors, ce qui me frappe dans le portrait de Mitterrand que fait le film, c'est quand même qu'il est le seul à vraiment comprendre la dimension artistique de Spreckelsen. Il a une vraie sensibilité artistique, et ce sont des problèmes administratifs et politiques qui vont empêcher la réalisation du projet. C'est pas Mitterrand lui-même, au contraire. Est-ce que ça te paraît juste, ce portrait de François Mitterrand en homme éclairé, en homme cultivé, en tout cas, oui, ayant sa propre réflexion aussi dans le choix évidemment de l'Opéra Bastille, c'est très net. Avec le geste majeur quand même dans ce domaine, ça reste la pyramide du Louvre. Et le feu vert décerné à Liu Mingpei, qui est vraiment, et qui restera comme le symbole de cette période, je pense, au-delà des autres bâtiments, qui sont tout aussi importants. C'est difficile de les comparer, mais la bibliothèque Mitterrand aussi, la bibliothèque de France, est évidemment un moment très très important aussi. Alors, on a l'habitude dans Cinépolis de terminer en évoquant un autre film, mais cette fois-ci, plutôt que s'arrêter sur un seul film, j'aimerais bien parler de ce moment que traverse le cinéma français, qui est un moment de plus grande liberté par rapport à la politique et au président. Parce que longtemps, ça a été l'apanage des Américains. Je me souviens qu'on avait vu ensemble un film qui s'appelait Couleurs primaires, enfin Primary Colors, de Mike Nichols, qui était sur Bill Clinton. Remarquable. Une interprétation très remarquable de Bill Clinton. Par John Travolta, qui avait capté jusqu'à la voix un peu éraillée de Bill Clinton, mais aussi l'art et la manière de parler, de se comporter, ainsi de suite, y compris dans la vie privée, qui est évidemment sujette à beaucoup de questions et beaucoup de discussions. Et ce sont des films vraiment extraordinaires de ce point de vue-là, parce qu'ils collent vraiment, ils donnent à voir une réalité que même la presse ne parvient pas à décrypter totalement. Oui, donc aux États-Unis, il y a quand même cette tradition, davantage qu'en France, de représenter les présidents. Il y a eu aussi des films biographiques directs, comme le Nixon d'Oliver Stone. Et puis en Angleterre, l'Angleterre s'y est mis plus tôt que nous, puisqu'il y a eu The Queen, et avant ça, un téléfilm de Stephen Frears où le même acteur, Michael Sheen, qui est quasiment un sosie, jouait Tony Blair. Donc on a eu quasiment en même temps, ou avec très peu d'années de décalage, des films sur Tony Blair qui mettaient en scène de façon un Tony Blair fictionnel. En France, on était quand même très timide, hein, même si il y a ce film de 1984, à nouveau clin d'œil à Mitterrand, qui s'appelle Le Bon Plaisir, avec Catherine Deneuve et Jean-Louis Trintignant. Et en fait, c'était un film à clé. On sort d'une période longue dans laquelle, au fond, il y avait très peu de réactivité du cinéma par rapport à l'actualité française, historique, politique, etc.
Et que de ce point de vue-là, les choses ont changé parce qu'il y a beaucoup de films, depuis le film que tu signales, qui, au contraire, racontent les choses. Pendant longtemps, très longtemps, le symbole du film politique, c'était le président. Avec Jean Gabin et Bernard Blier dans les rôles titres d'un président du Conseil. À l'époque, on est dans les institutions de la 4e et qui s'affrontent pour non pas la présidence de la République qui à l'époque n'a pas de pouvoir, mais pour le président du Conseil qui a le pouvoir. Et donc Bernard Blier, en aspirant président du Conseil, voilà, savonne la planche de Jean Gabin, président du Conseil en exercice, et c'est une façon en même temps de montrer les choses, mais de les dénoncer aussi, de les dénoncer de façon très très moderne. Et donc longtemps, ça a été le symbole du film politique français, et point final. Et les choses changent en effet à partir du moment où sort ce film tiré d'un livre de Françoise Giroud, Le Bon Plaisir. Françoise Giroud choisit ce moyen pour raconter au fond la vie privée de François Mitterrand, à une époque où personne n'en parle. Elle est elle-même une grande journaliste et donc elle a été d'ailleurs un temps ministre de la condition féminine sous Valéry Giscard d'Estaing. Et j'allais dire, rendue à la vie civile, elle écrit, avec une plume très acerbe, et elle décrit la vie privée de François Mitterrand. Vous avez une petite fortune là-dedans, hein? Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre? C'est ta lettre de Tokyo. Est-ce que tu as montré cette lettre à quelqu'un? Non, à personne, jamais. J'aurais compris que tu la gardes dans un coffre. J'ai l'honneur de proposer à l'agrément du Conseil la nomination de M. Jean-Philippe. Ce Philippe est un con dangereux. Tous les cons sont dangereux. Oui, mais il y a des degrés. Je lui ai beaucoup pardonné. Mais qu'il me soupçonne moi, ça je pardonnerai jamais. Mais là où il est, on ne fait plus confiance à personne. Même de moi, il se méfie. Dans le film, François Mitterrand, incarné par Jean-Louis Trintignant, a une maîtresse, incarnée par Catherine Deneuve. Et le sujet du film, c'est que Catherine Deneuve se trouve enceinte, enfin en tout cas la maîtresse du président se trouve enceinte du président, et donc ce sont tous les problèmes qui sont posés à travers cette grossesse. Alors que dans la réalité, ce que veut montrer et ce que veut suggérer Françoise Giroud, c'est évidemment la liaison de François Mitterrand avec la mère de Mazarine. Et d'ailleurs, le livre de Françoise Giroud paraîtra aux éditions Mazarine. Donc là, c'était le clin d'œil a été quand même très appuyé. Très appuyé, néanmoins, n'a pas suscité la vague de révélation que cela aurait pu susciter, que cela aurait inévitablement suscité aujourd'hui, par exemple. Mais à l'époque, c'est assez impressionnant de penser oui, à l'époque, que... la vie privée était considérée comme le jardin privé des uns et des autres, et donc elle était assez peu accessible. Et donc, par ce moyen, Françoise Giroud donne à voir ce qui était une part de la vie privée donc du président. Là encore, alors ça rejoint le côté un petit peu monarchique dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il n'y avait pas donc que les grands chantiers, il y avait aussi la vie privée, la naissance d'une fille et le lien de ce président vieillissant avec sa fille qui sera ensuite portée à la connaissance de tout le pays, puis mise en scène comme le souhaitait sans doute François Mitterrand au moment de sa mort. Ce qui sera fait donc 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. C'est quand même une très longue période. C'est le premier film de cette nature qui sera suivi de beaucoup d'autres, plus récemment d'ailleurs, puisqu'on est dans les présidents et leur vie. On a Bernadette. Bernadette, une comédie, donc toujours avec Catherine Deneuve. Toujours avec Catherine Deneuve, qui cette fois incarne Bernadette Chirac, qui est un film très très excellent vraiment. De Léa Domenach. Qui n'est pas à charge, contrairement à ce qu'a pu penser la famille de Jacques Chirac, mais qui est une façon d'ailleurs assez juste, assez fine et assez bien vue à la fois du rôle et du caractère de Bernadette Chirac. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Chirac est incarné par Michel Villermoz. Michel Villermoz de la Comédie Française, et qui, lui aussi, on peut se dire, comme pour François Mitterrand, il n'est pas tant que cela physiquement incarné, mais néanmoins, par l'attitude, par la taille, par toute une série de petits détails, il montre, au fond, il donne à voir ce qu'est la personne de Jacques Chirac en profondeur, d'une certaine façon. Et donc là aussi, c'est un film, je veux dire, vraiment intéressant. Alors après, il y a d'autres films plus, j'allais dire, presque plus anecdotiques, notamment celui qui concerne le ministère des Affaires étrangères. Oui, Quai d'Orsay. Plus anecdotique, parce qu'à la fois, il y a une part de, je veux dire, c'est un peu grand guignolesque dans la façon dont on montre Dominique de Villepin, grand guignolesque, mais néanmoins avec une part de vérité. C'est peut-être le personnage. Mais ça montre en même temps que l'audace désormais existe en France dans le registre des films politiques. Il y a aussi un film avec Fabrice Lucchini et Anaïs de Moustier. Ça, c'est au niveau d'une mairie.
Et puis à la télévision, il y a eu la série Le Baron Noir aussi, oui, qui explore les arcanes de la vie publique vue du côté du Parti socialiste. Mais ça montre vraiment que la planète cinéma et séries télévisées donc qui va avec, s'est saisie vraiment du sujet et maintenant ne marque plus trop de temps retard dans la façon de les traiter, alors qu'auparavant, encore une fois, il fallait se contenter d'Henri Verneuil, de Jean Gabin et de Bernard Blier. Et pour revenir à Bernadette, qu'est-ce que ça capte de juste sur le couple Chirac ? Qu'est-ce qui te paraît bien vu ? Ce qui est bien vu, c'est que, évidemment, c'est que pour Jacques Chirac, c'était un choix, à la limite, qui avait courant dans l'Ancien Régime. C'était un choix qui a contribué à aider à la carrière de Jacques Chirac. Un choix d'épouse. Un choix d'épouse, un choix de... C'est une famille aristocratique. Oui, absolument. Très au cœur de la conjonction française entre Ancien Régime et République, et qui montre en même temps, il y a aussi la part du tempérament propre de Jacques Chirac, qui est là suggéré, alors que maintenant, petit à petit d'ailleurs, ça transpire un peu partout et on commence à considérer, oui, que Jacques Chirac était intenable et que Bernadette a dû beaucoup souffrir de cette situation, mais néanmoins, elle le lui a bien rendu en certaines occasions. La semaine prochaine, dans Cinépolis, on part en Italie pour parler de l'affaire Aldo Moro vue par Marco Bellocchio, à la fois dans son film Buongiorno Notte et dans sa série Esterno Notte, une histoire qui nous ramène aux heures les plus sombres de la politique italienne. Cinépolis est un podcast de Florence Colombani et Jean-Marie Colombani, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, Hélène de Commer et Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.